Nous sommes toujours à Angoulême pour le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Nous sommes le samedi 27 janvier 2018 et je suis avec Nicolas Karaminas. Nico, bonjour. Bonjour. Qui est présent sur le salon pour nous parler pour présenter Luna, le 9e tome paru aux éditions Soleil. Bien, Nicolas Karaminas, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter rapidement pour nos auditeurs, s'il te plaît? Eh bien, je m'appelle Nicolas Karaminas, je suis dessinateur de bande dessinée. J'ai un CV des plus simples, en commençant par les Gobelins, 2 ans de Gobelins. Suite à ça, j'ai enchaîné avec 10 ans au studio Disney à travailler sur les longs métrages. Un peu à tous les postes pour terminer animateur. Et au bout de 10 ans, il a fallu 10 ans pour que je me rappelle que je voulais faire au départ de la bande dessinée. Et que j'essaie de pénétrer ce milieu-là avec une première série qui s'appelle Luna, qui continue encore maintenant. Et voilà, du coup ça fait 15 ans que je fais de la bande dessinée maintenant et j'ai sorti 16 albums. Alors justement, donc Luna, c'est ta première série. A priori, c'est toi qui es à l'origine de cette histoire. Comment ça s'est quelle est la genèse de cette histoire? Alors non, c'est pas moi qui suis à l'origine de cette histoire. Non, en fait, je suis à l'origine du nom. C'est déjà ça. Voilà. En fait, au tout début, pour justement faire de la bande dessinée, avec mon copain Bruno Chevrier dit Nob, qui est celui qui fait Mamette maintenant, qui fait Dad aussi chez Dupuis. On habitait ensemble à l'époque et on s'est dit qu'on voulait monter un dossier de bande dessinée. Suite à ça, on a créé une petite gamine à la préhistoire, c'est elle qu'on a appelée Luna. Voilà. Ensuite, il s'est trouvé que quand Mourad Boudjelal, le directeur de Soleil, a vu le dossier, il a bien aimé mon dessin, il n'a pas aimé l'univers, mais il a dit que potentiellement il trouvait que c'était pas mal que je me mette à bosser avec Didier Chris. Du coup, il m'a présenté à Didier Chris, ça a collé, on a créé donc. Didier Chris m'a dit qu'il avait cette histoire de jeune amérindienne sous le coude. Ça m'a intéressé de tenter de dessiner ça. Et c'est là que nous avons créé ce personnage qui, pendant la moitié de l'album, n'avait pas de nom. Et à un moment donné, il fallait trouver un nom et on a essayé 10 000 noms. Et à un moment donné, on s'est rappelé de ce nom Luna qu'on avait utilisé pour la petite gamine à la préhistoire. Et on s'est dit que ça collerait quand même vraiment bien et du coup on l'a appelé comme ça. Et du coup Luna, en quelques mots, ça parle de quoi? C'est une jeune amérindienne qui en fait elle vit dans une tribu et à l'âge de la puberté, l'adolescence en fait en gros, elle se voit, chaque membre de la tribu se voit affublé d'un totem. Il se trouve que au moment où c'est sa nuit, où on va lui décerner un totem qui va être le loup pour elle. Il se trouve que en même temps il y a Unkui qui est une espèce d'entité malfaisante qui a aussi sa nuit et elle va se retrouver affubler de 2 totems finalement, un blanc et un noir, un gentil et un mauvais. Et en fait une fois par cycle finalement elle va se retrouver à être le côté obscur de Luna va reprendre le dessus. Voilà. Donc après c'est l'histoire effectivement de cette malédiction qu'elle va essayer de contrer. Donc c'est une histoire plutôt fantastique avec beaucoup d'action. Oui, c'est de l'heroic fantasy assez classique. De toute façon, aux grandes dames de Didier Chris, il aurait, je pense, non, après il est assez content de ce qui s'est fait, mais lui, à la base, il voyait quelque chose de un peu plus documenté que ce que ça allait. Il aurait bien aimé que, par exemple, quand je dessine 2 plumes, ça a un sens par rapport à telle tribu. Il aurait bien aimé qu'on reconnaisse la végétation, et ce genre de choses. Et moi, je ne suis pas du tout quelqu'un comme ça. Je suis quelqu'un qui préfère inventer, donc vraiment créer tout un univers et tout. J'ai pas envie à ce que des spécialistes du monde indien viennent me voir en me disant voilà, mais non, un tipi, ça peut pas être comme ça. Non, il y a que 6 bâtons, il y a que ça, etc. Donc j'invente. En général, je prends une photo, voilà, même sur un lynx, même sur peu importe quoi. Je regarde une photo de l'animal, je regarde 2-3 photos et je crée le truc. Voilà. Et du coup, voilà, on est vraiment typiquement dans un monde de fantaisie. Oui. Alors du coup, tu disais que tu avais travaillé avec Chris, donc du coup au scénario. Comment ça se passait, enfin au niveau des échanges? Oh ben ça, c'était. Alors j'ai travaillé dans ma carrière courte ou longue ou pas, peu importe. J'ai travaillé avec
divers scénaristes, avec Chris, avec Arleston, avec Trondheim, avec Thébault, Morvan et non bah c'est tout, enfin à peu près voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Non mais je dis ça parce qu'en fait ce qui est de rigolo là-dedans, c'est que dans ces scénaristes là il y a aussi des scénaristes dessinateurs, comme Thébault, comme Trondheim, comme Chris, et puis il y a Arleston qui lui est à part forcément, et en fait il y a des gens comme Arleston, quand ils vous envoient un scénario, c'est vraiment le truc classique avec un peu comme au cinéma, plan, contre-plongée, une explication, le dialogue à côté, etc. Et puis il y a des gens comme Chris qui n'écrivent pas ce qui se passe et qui vont faire plus ou moins des bonhommes patates, un peu mieux des fois, un peu truc, etc. Mais avec les dialogues déjà, etc. et tout. Voilà. Trondheim fait typiquement ça aussi. Alors c'est-à-dire que le découpage est fait, c'est-à-dire que eux, de toute façon, ils ne peuvent pas concevoir d'écrire un scénario. Il faut qu'ils dessinent, ils sont dessinateurs, donc ils ont besoin de le coucher directement sur papier, en fait, quoi. Donc voilà, donc du coup, les échanges se font comme ça. On a eu beaucoup d'échanges avec Didier au début de la série sur les envies que j'avais par rapport à ce genre de choses et tout. Et puis au fur et à mesure, voilà, au fur et à mesure où les choses se tassent, ou alors certaines fois c'est moi qui influence beaucoup plus le scénario que d'autres, etc. Il n'y a pas de règle en fait, mais c'est juste que c'est comme sur avec Lewis Trondheim, on sort un deuxième Mickey, un Donald quoi en fait. Autant sur le premier, on avait vraiment beaucoup discuté de beaucoup de choses. Sur le deuxième, voilà, ça roule, je le laisse faire, totale confiance. On a discuté du concept au départ, et puis après, voilà. Non, je pense qu'il faut que ni dans un camp ni dans l'autre, il y ait de frustration de toute façon, quoi, quand on fait un truc comme ça. Et justement, du coup, donc, on parlait de Morvan qui a rejoint la série Luna à partir du tome 8. Ouais. Est-ce qu'il y a eu, comment ça s'est passé à ton niveau? Est-ce que tu as eu plus, moins de responsabilités? Est-ce que tu as eu ton mot à dire? Alors, oui et non sur les directions de départ en fait, pas sur le contenu où je le laisse JD. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que en ayant un scénariste en plus comme Morvan ou comme un autre qui reprend une série comme ça, chacun aurait eu sa vision, je pense, de trucs. Donc on peut pas commencer. Voilà, moi ce qu'on voulait, c'est rester fidèle à la direction, quoi, à la ligne qu'on s'était fixée. Et ce qui est sûr aussi, ici, les seuls trucs qu'on lui a dit, c'est qu'on voulait pas repartir sur 5 tomes. On repart sur un tome, un autre, avec des fins ouvertes à chaque fois, ce genre de choses. Le truc, c'est qu'en fait, on a de moins en moins de temps en fait à se retrouver tous ensemble, etc. et tout. Du coup, on le fait quand on a vraiment envie en fait de le faire, voilà. Donc c'est vraiment un truc qui est ouvert. On parle du tome 10, on a commencé à en parler, on ne sait pas du tout quand il arrivera parce que j'ai d'autres projets pour l'instant. Et en plus d'autres envies aussi, même sur Luna. Et on a trouvé un truc qui peut être pas mal. L'idée c'est vraiment de trouver les trucs à chaque fois, voilà, d'avancer, etc. Didier Chris a plus son mot à dire, quoi. Il a lâché le petit, quoi. Et voilà. Et puis après sur Morvan, mais pareil, ça c'est des discussions qu'on a en début d'album sur sa vision des choses et ma vision aussi. Voilà. Il y a des pistes dans Luna qu'on n'a pas exploitées que j'aimerais. Il y a un truc qui m'a toujours trotté, c'était de faire après c'est pas hyper original non plus, mais de faire la jeunesse de Luna, c'est un truc qui m'a toujours. Et là, le scénario le permettrait maintenant parce qu'en fait on a cette rivière du temps qui permet de revenir un petit peu où on veut, donc à la limite pourquoi pas. Et du coup, des spin-offs peut-être? Je suis pas sûr. À un moment donné où Luna sortait vraiment régulièrement, on a vraiment beaucoup discuté de tout ça. On aurait aimé créer une série sur les Pipintus. Je pense que c'était une bonne idée. À un moment donné, c'était une bonne idée. Que ça le soit maintenant, je suis moins convaincu parce que, comme je dis, maintenant on continue à sortir Luna, qui est un rendez-vous pour nous, pour les gens. Mais on se donne plus voilà, d'impératif d'en sortir un tous les ans ou ce genre de choses, quoi, voilà. On le sort quand on a envie, voilà. Et du coup
c'est pas sur une série comme ça où on sort de manière complètement irrégulière qu'on peut se permettre de faire des spin-offs, quoi. Voilà. Sinon, je pense que là, on perd tout le monde. Je veux dire, tu fais un spin-off quand tu es dans un truc où tu as des sorties régulières et où vraiment tout le monde est à bloc dedans, quoi, en fait, quoi. Pas un truc où on sort une fois tous les ans, 2 ans, 3 ans, où on sait pas, quoi. Alors du coup, donc tes autres projets, tes autres actualités, c'est le Mickey qui est sorti chez Glénat. Bah pareil, donc là c'est un petit peu en retour aux sources parce que du coup tu reviens chez l'écurie Disney. Est-ce que c'était un plaisir, un honneur voilà, comment t'as accueilli la chose? Tout ça, tout ça, tout ça. Non, en fait, c'était pour moi une espèce. C'est pas que c'est pas que je suis en fin de carrière du tout, mais c'était pour moi une espèce de manière de boucler cette boucle avec Disney. J'ai aimé ce clin d'œil, en fait. C'est-à-dire que je suis parti de chez Disney de moi-même il y a du coup 15 ans pour aller faire de la BD. Et là, l'idée de pouvoir revenir, mais être à la création, j'ai trouvé ça juste, voilà, c'était vraiment un petit clin d'œil, un pied de nez que j'ai adoré, quoi. Voilà, c'est-à-dire, je pensais pas un jour pouvoir revenir à l'écurie Disney, tout en ayant une attitude et surtout, voilà. D'avoir mon nom générique d'un album de BD sur Mickey, quoi, en fait, quoi. Donc oui, c'était vraiment plus qu'un kiff, ouais, une vraie envie et voilà, j'ai pas hésité une seule seconde. Et c'est moi qui ai relancé aussi l'idée d'en faire aussi un deuxième parce que j'avais déjà eu ça sur Donjon avec Lewis, ce côté un peu frustrant. Parce qu'en fait c'est vraiment des choses qui nous font énormément plaisir à faire et le truc c'est que quand Donjon, on connaissait la règle, c'était un album, point barre, et quand t'as qu'un seul album à faire, un album c'est long à faire et ça passe vite aussi. Et puis moi j'ai toujours eu Luna, il y a 9 tomes, Alice il y a 3 tomes, Tico il y a 3 tomes, j'ai jamais fait des one shot vraiment à part Donjon avec Lewis et à part Mickey avec Lewis. Et donc là, quand j'ai senti qu'il y avait la possibilité d'en faire un deuxième, j'ai sauté sur l'occasion directement. Et tu peux nous en dire un peu plus sur ce deuxième ou pas encore? Alors je peux, sans vous dévoiler trop non plus, ce que je peux vous dire c'est que au lieu de Mickey c'est Donald, que le livre ne sera pas rouge mais sera bleu, et que parce que Lewis à la base ne voulait pas lui en faire un deuxième parce que pour lui c'est pas comme moi, il sort 10 bouquins dans l'année, il n'est pas frustré à ce niveau-là de trucs, donc il a fait ce projet, puis il a aimé le faire et puis après il passe à autre chose, Lewis. Mais bon, voilà, moi l'envie elle était là. Donc j'en ai parlé à Lewis qui m'a dit écoute, a priori non, sauf si je trouve le concept. Et Lewis, le truc c'est que quand de toute façon il dit ça, il est déjà en train de cogiter et dès le lendemain il te rappelle en disant j'ai trouvé le concept. C'est un peu ce qui s'est passé. Et donc le seul truc que je peux dire sans dévoiler trop de choses, c'est que si dans le Mickey on avait très peu de dialogue et énormément d'action, dans le Donald on aura très peu d'action et énormément de dialogue. Voilà. On a décidé l'idée était de ne pas refaire la même chose. Voilà. Par contre graphiquement ça restera pareil, voilà. Mais l'idée c'était ça avant tout, c'était de pas refaire la même chose, quoi. Et après Mickey, Donald, il y a d'autres personnages de l'écurie Disney qui vont passer sous ta plume ou t'arrêtes? Ah, moi, honnêtement, je pense que j'aurais aimé, ou j'aimerais peut-être plus tard en faire d'autres et tout. Après, logiquement, ça n'a jamais été le concept. Le concept, c'était un. Déjà, j'en fais 2. Bon, on va peut-être pas en faire plus non plus. Mais en fait, je pense que ça va m'ennuyer, oui, que ce soit fini, parce que c'est... Moi, je suis encore dedans, quoi, voilà. Donc... et puis en plus je suis encore dedans, non seulement je suis encore dedans, mais en plus je suis de plus en plus à l'aise. Donc du coup c'est voilà, je sais que ça va être un petit côté frustrant. Voilà. Après voilà, le concept il a jamais été de faire tous les persos, quoi. On va revenir à des questions plus personnelles. On va parler plus de toi et de ta passion pour les Invaders. Alors d'où ça vient cette passion pour les Invaders? Et déjà qu'est-ce que c'est? Alors qu'est-ce que c'est? C'est des morceaux de céramique qui représentent au début qui viennent de ce jeu vidéo Space Invader, en fait, qui reprennent les Invaders qui étaient dans ces jeux-là, quoi. Et puis en fait cet artiste-là dont on ne connaît
pas ou peu, voilà, voilà, c'est Invader, on ne sait pas à quoi il ressemble, il a un masque de Tortue Ninja la plupart du temps. Et voilà, et cet artiste-là a commencé en, je crois, 98 à aller coller ça dans les rues, quoi, en fait, voilà. Puis il les a recensés, puis après il a continué. Et il se trouve que on est en 2018 et voilà, il en est à effectivement 3620 invaders et 76 villes, sachant qu'il faut rajouter à ça aussi, il y en a un dans l'espace, etc. et tout. Enfin voilà, et je connaissais, je pense que tout le monde connaît, quand on s'est baladé à Paris, on a tous vu à un moment donné. Mais je ne connaissais pas après le concept général. Et un jour, il y a Vince, de Stan et Vince, qui est venu dédicacer à Grenoble. Et bon, on se connaît bien, on dit on va aller se prendre un café et tout. Et puis il me dit, bah écoute, moi je sais qu'il y a des invaders chez toi, donc je lui demande ce que c'est, il me montre et tout. Puis on se balade pour essayer d'en trouver, il les avait pas repérés. Et on tombe sur 2-3, et là il me montre l'application, etc. Et comme j'ai ce petit côté collectionneur et ce genre de choses, c'est vraiment typiquement le genre de truc qu'il fallait absolument pas me montrer, parce que alors là du coup effectivement je suis rentré là-dedans à fond, et voilà, et du coup bah maintenant voilà, parce qu'en fait c'est un jeu, il y a une application où ça les géolocalise et il y a un classement mondial, etc. Et c'est une sorte à la fois de collection, de compétition, et voilà. Et puis il se trouve que je trouve qu'au fur et à mesure que que je découvre, j'ai l'impression de passer mon temps à découvrir des trucs de cet artiste, en fait, et puis de découvrir aussi d'autres choses qu'il fait, etc. et tout, et vraiment je trouve que ouais, c'est ce que j'ai vu de plus intéressant artistiquement depuis pas mal de temps, en fait. Et t'en as trouvé combien? Alors j'en ai 400, j'en ai pas énorme, j'en ai 460 ou un truc comme ça. Non, mais c'est pas énorme, en fait, c'est pas énorme dans la mesure où j'habite pas à Paris, en fait. Parce qu'à Paris on peut déjà en choper 750, 800. Donc voilà, mais par contre non, ce qui est pas mal, c'est que je commence à avoir pas mal de villes quand même différentes aussi. Parce qu'à Paris j'en ai que 300, donc j'en ai quand même après 150 dans d'autres villes. Voilà, donc voilà, donc maintenant je regarde effectivement. La semaine dernière j'étais à Lille, le week-end dernier, bah, j'ai été flashé à Lille. Dès que je vais dans une ville, je regarde de toute façon s'il l'a envahi ou pas. Voilà. Angoulême, il n'y en a pas. Et du coup, est-ce que t'as... Très décevant qu'il n'y en ait pas à Angoulême. Et du coup, justement, est-ce que ça t'a donné envie de, toi aussi, cacher des invaders ou d'autres easter eggs dans tes BD? Alors, oui, j'en ai fait. J'ai fait, dans le Donald, il y en a un. Voilà, où on voit Invader qui installe un Invader. Et dernièrement, j'en ai fait quelques-uns, voilà, quelques-uns. Et dernièrement, j'ai fait, je vais vous la donner, j'ai ma carte de vœux qu'on vient de m'apporter, en fait, et dans lequel j'ai, de manière pas du tout subtile, poser un petit Invader. Et voilà, et donc oui, c'est vraiment un truc, moi. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement cette carte, justement? Carte de vœux, c'est Donald qui est sur une espèce de roquette. Évidemment, il y a écrit bonne année 2018 dans l'espace, en fait, avec un scaphandre et tout. Et sur la roquette, il y a un gros Invader qui a été posé par on ne sait qui. Mais voilà, oui, non, mais moi, c'est un truc, c'est vrai que dernièrement, j'ai aussi peint pour m'amuser des planches de skate, et j'en ai foutu aussi à chaque fois un, etc. C'est un truc que je trouve marrant. Voilà. Après, le concept, il est fait par quelqu'un et il est très bien fait, donc voilà. Mais là en ce moment, voilà, en plus j'adore parce qu'il y a ce côté un peu suivre ses aventures et tout. Là en ce moment il est au Tibet, et c'est vraiment rigolo, quoi. Il y a 3 semaines il était à Cap Ferré, et ensuite on le voit, il poste une photo où il est en train de préparer des cartons, une autre il prépare des valises. À chaque fois on essaie de trucs, après on le voit à l'aéroport mais on sait pas où il va, et tout d'un coup on le voit au Tibet, quoi. Il y a un côté, voilà, à suivre au quotidien qui est assez intéressant. Mais par contre, c'est vraiment un truc au quotidien de se renseigner, de ce truc, etc. Bon, c'est tout un délire que certains comprennent vraiment et d'autres pas du tout. Et du coup, ton bilan pop de l'année 2017, quelles sont les séries, les films, les BD, les œuvres pop qui t'ont marqué sur l'année 2017? Alors, en série télé, Stranger Things en premier, sans hésiter.
Mais là, je suis en ce moment en train de regarder Mindhunters, qui est vraiment très 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 bien aussi. Même Punisher m'a vraiment bien plu. J'ai trouvé que c'était ouais, mais vraiment d'une noirceur totale. Et puis assez étonnant parce que là, j'en suis à l'épisode 10, je crois. Et il a toujours pas son t-shirt avec une tête de mort. C'est juste un mec qui fait paumer, etc. Et tout. Mais c'est vraiment, vraiment bien. Non, Stranger Things, sans hésiter. Voilà. S'il y en a une, c'est celle-là. Et voilà. Et comme je suis malheureusement toujours collectionneur sur plein de trucs, du coup, effectivement, j'ai aussi acheté les pop Stranger Things, j'ai acheté le vinyle Stranger Things, j'ai acheté le t-shirt Stranger Things. Voilà. Donc, voilà. Le problème, c'est un peu ça quand on a ce genre de toc. Et tu as une super casquette Dragon's Lair. Ah oui, Dragon's Lair, oui, ça c'est autre chose. La casquette, elle est liée au fait que j'ai participé à un Kickstarter. Ils ont Kickstarter ou enfin un crowdfunding, je sais plus avec qui. Et en fait, ils vont lancer un long métrage en fait de Dragon's Lair. Et voilà, et Dragon's Lair, c'est pareil, c'est une espèce de Madeleine de Proust. C'est pas je suis même pas sûr que le long métrage sera génial. Non, animé. Mais le truc, c'est qu'en fait, Dragon's Lair, ça a tellement représenté pour moi pendant des années. Et puis Don Bluth, ça a été vraiment. Enfin, mes années Disney, elles étaient liées à Don Bluth aussi. Que voilà, là c'était l'occasion unique. Et du coup, c'est vrai que la dernière fois, j'ai reçu ils ont fait un artbook de Dragon's Lair qui était signé par Don Bluth et tout. C'est un truc, voilà, je veux dire, c'est aussi ce que j'aime bien avec quoi, le monde actuel aussi, c'est que c'est ce genre de truc auquel on a accès. Et avant, c'était impensable. Je veux dire, là, j'ai envoyé un mail à l'autre, pas Don Bluth, mais l'autre gars avec qui il réalise, etc. Et du coup, voilà, on a des réponses, etc. Et tout, ce qui était avant, c'était inaccessible. Voilà. Maintenant, on reçoit ce genre de choses, etc. Donc voilà. Donc c'est vrai que oui, Dragon's Lair. Puis il y avait quoi comme autre truc? Série, t'as dit? Puis Film, concert. ah bon, concert, ouais. Alors après, ça c'est un autre problème aussi. En fait, j'ai que des problèmes. Non, concert, oui, cette année j'étais, je sais pas, j'ai dû aller voir au moins une bonne vingtaine facile, enfin, un peu plus ouais, de concerts. Et voilà, c'est ici une occupation, pas à plein temps, mais c'est vrai qu'en fait, euh, je pense que les gens qui font pas de concert pour X raisons, parce que la foule, parce que c'est vrai que c'est pas simple, c'est pas juste sortir et aller au ciné, des fois c'est souvent un peu beaucoup plus loin, déjà c'est assez cher, c'est assez chiant pour prendre les places, enfin tout ça. Par contre, c'est vrai que c'est un spectacle où finalement c'est rare que tu passes une mauvaise soirée. Voilà, au final, c'est pas une soirée qui va te coûter hyper cher, pas plus qu'un restaurant ou quoi que ce soit. C'est juste une logistique qui est beaucoup plus pénible. Mais du coup, voilà, c'est vrai qu'on a été voir des trucs vraiment, vraiment impressionnants cette année, quoi. Donc voilà. Après en vrac, c'était Metallica, U2, Gorillaz, Foo Fighters. Voilà, la semaine dernière c'était Chaka Ponk. Là, dans 3 semaines, il y a Indochine, NTM, etc. Enfin voilà. Donc c'est vrai que ça fait des rendez-vous un peu sur toute l'année, ça occupe pas mal. Ouais. Bon, après, j'essaye en général de compiler ça avec des trucs sur Paris, etc. et tout, parce que la plupart du temps, c'est à Paris, quoi. Voilà, et donc ça va être Paris, on y va, et on dédicace, on va chasser le Invader, on va au concert, et puis on va acheter des conneries. Voilà, au moins, il y a tout qui se fait en truc. Je pense que c'est pas plus mal que j'habite plus à Paris aussi, parce que voilà, au moins à Grenoble, il se passe quand même nettement moins de choses à tous ces niveaux. Et c'est peut-être pas plus mal en fait. On arrive déjà à la fin de cette superbe interview. On a pour habitude de laisser à notre invité une trentaine de secondes, une minute pour parler de ce qu'il veut. Voilà, libre antenne, coup de cœur, coup de gueule, promo, ce que tu veux. T'as 30 secondes. Oula, alors, écoute, on va rester dans le basique, vu qu'on est à Angoulême. Je n'ai pas pu aller voir, évidemment, tout ce que je voulais aller voir parce qu'Angoulême, ça passe assez vite en général. Et voilà, mais on va juste terminer sur l'expo Emmanuel Guibert. Et comme j'avais quand même voté pour lui et que j'aurais aimé que ce soit lui
le président de l'an prochain. Voilà, donc c'est une expo qui a lieu en ce moment à Angoulême. Et ce que j'aime bien avec Emmanuel Guibert, c'est que j'ai passé un bon moment devant chacun de ses originaux, en n'arrivant toujours pas à comprendre sa technique en fait, quoi. Voilà. La plupart du temps quand on va voir une expo, les planches, on connaît les planches, on sait comment c'est une planche, on sait comment les gens rectifient certaines choses, etc. et tout. Emmanuel Guibert, franchement, je ne comprends pas ce que j'ai vu. Voilà. Donc c'est pour ça que je veux en parler, parce que déjà j'étais de toute manière, j'ai toujours vraiment beaucoup aimé son travail. Et là, ça fait plaisir de se rendre compte que j'avais pas si tort, parce que ça reste toujours un extraterrestre pour moi. Merci beaucoup Nicolas, et puis on te souhaite une bonne fin de festival et une longue carrière. Merci à vous, et puis pareil, hein, longue carrière à vous aussi alors.